Bonjour à tous. Dans notre série Terroir gourmand, nous partons aujourd'hui dans le pays de Belfort. Florian nous amènera des pâturages aux caves d'affinage pour observer la fabrication du Münster et Aurélien préparera un fameux Belflor. La bière brassée artisanalement se conjuguera à merveille avec l'écologie et la viande de porc incarnera la tradition du fumé. Je vous laisse apprécier les saveurs de ce terroir et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Dans la partie est de la France, le pays de Belfort appartient peut-être à ce jour au plus petit département de l'Hexagone, mais il est grand par son passé, qui lui a valu des édifices célèbres. En automne, les arbres de ces forêts généreuses arborent des couleurs qui savent se démarquer d'un ciel gris. Des couleurs que l'on retrouve aussi dans les villages et les villes comme Belfort, sa capitale aux maisons expressives et aux briques de grès. À Le Puy-Neuf, Florian Patingre élève des vaches laitières sur son exploitation. Au départ, il ne savait pas encore vers quoi s'orienter. Fais des bisous. Hein? J'ai travaillé un peu, je dirais, dans les bureaux. Et puis ça ne m'a pas plu du tout, il me fallait de l'extérieur, il fallait que je bouge. Et puis donc j'ai fait pendant 1 an de temps un service de remplacement qui s'est super bien passé parce que j'ai fait des super connaissances, j'ai rencontré des gens, on a fait des super... Enfin, ouais. C'est là que je crois bien que je pense que je suis tombé amoureux du métier et puis j'ai dit que c'était ça que je voulais faire. Florian produit 20 à 25 litres de lait par jour pour la fabrication du Münster. Dans le cahier des charges de ce fromage, plusieurs races de vaches sont autorisées, dont la Primolstein, noire et blanche, et bonne laitière. Le troupeau était déjà composé de cette race lorsque Florian a repris l'exploitation en 2009. Il a décidé de les garder en introduisant la Montbéliarde pour faire revivre la race locale. Un troupeau, ça se construit sur une vingtaine d'années. On ne peut pas dire un jour, tiens, on va changer de race, on va tout modifier et puis on laisse tout ce qu'on a fait 20 ans arrière, on le détruit. Ça ne fait pas partie d'une optique. On peut intégrer d'autres races, mais on suit dans une ligne de conduite et on y reste. Depuis 1 an, Florian s'est reconverti à l'agriculture biologique. Le traitement des sols aux pesticides et les engrais chimiques sont interdits et l'alimentation du troupeau est plus autonome. Allez, hop. Yeah. Là, on est un peu dans l'intersaison et puis surtout, on a eu une saison qui a été assez mouvementée avec le sec. Donc maintenant, ça fait 1 mois que j'ai plus assez de pâturage pour les laisser la nuit dehors. Donc pour l'instant, la nuit, elles restent dans le bâtiment et puis la journée, elles vont au pâturage. Tout de suite après la traite, elles pâturent jusqu'à la prochaine traite. Et on fait 2 fois la traite par jour. On la fait 1 fois le matin et 1 fois le soir. Durant l'hiver, les vaches de Florian restent à la ferme, dans des logettes. Mais au printemps, elles passent leur temps dans les pâturages et se nourrissent d'herbe nuit et jour. Lorsque l'été arrive, Florian rapporte de l'herbe à la ferme pour nourrir les animaux à l'abri des journées trop chaudes. Alors moi, ce qui fait que j'aime ce métier, c'est toute la richesse de tout ce qu'il y a à faire. Moi, c'est vraiment, je suis vraiment passionné par beaucoup de choses, mais par ce tout, par faire du lait, on est obligé de toucher un peu à tout quand on est éleveur, producteur. On est obligé de s'occuper des champs, on est obligé de s'occuper des vaches, on est obligé de soigner les vaches. Moi, j'insémine mes vaches, on produit une partie de notre lait en fromage, on a toujours une petite partie mécanique, enfin toute cette richesse de gérer tout un ensemble de choses qui font que ça me passionne. Ça me prend vraiment dans le vif et j'aime ça. Le Münster est l'objet de toutes les attentions sur le territoire de Belfort. Florian fait partie des 3 éleveurs à fabriquer ce fromage d'appellation d'origine protégée. Bon, le lait arrive en cuve, donc on va pouvoir en présurer. De la présure est ajoutée au lait chauffé de la traite pour le faire cailler. Il est ensuite découpé aux tranches caillées, brassé, séparé du petit lait et mis dans des moules. Il faut qu'il y ait l'accent pour les faire.
pour les fabriquer. Autrement, ils n'ont pas le même goût que ceux qui sont parlés en alsacien, par exemple. Toute la typicité, pas tout le goût. Les Münster vont rester quelques heures dans leur moule avant d'être retournés et de partir à l'affinage. Les Münster, une fois qu'on les a démoulés, on les a salés, on les a laissés sécher 2 jours. Donc après, on les rentre en cave d'affinage. Donc après, ces Münster, on les laisse, on les frotte, donc on les lave, hein, puisque le Münster, c'est une croûte lavée. On les lave tous les 2 jours pour qu'ils chopent leur goût, pour qu'ils chopent leur couleur et qu'ils aient aussi leur moelleux du Münster. Les fromages doivent comporter du ferment rouge, qui leur permet d'avoir une bonne formation de croûte, ainsi que cette couleur jaune-orangé. Les goûts et puis surtout même la texture de la croûte en extérieur joue beaucoup par rapport à la saisonnabilité. Alors là, on est plutôt sur un Münster qui est super doux en bouche. Même si le territoire de Belfort faisait partie de l'AOP Münster, il n'y avait pas de producteurs dans le département. L'Europe contribue à la diversification des exploitations grâce à des subventions qui ont permis à Florian d'avoir cet atelier de transformation du Münster. Je me suis posé la question de savoir si j'allais traire jusqu'à ma retraite comme ça. Traire du lait, le faire partir dans un tank, puis le laitier vienne et puis qu'on ne sache pas ce que devient le lait. Donc je me suis dit... Non, moi je ne ferai pas comme ça, il faut que je trouve une autre technique. Il y a eu un peu une volonté de notre département de redévelopper cette AOP Münster, qui a fait que, ben voilà, maintenant on fait du Münster et on en est très très heureux. Le marché aux fleurs de Belfort colore annuellement la Cité du Lion, un événement qui a donné naissance à un gâteau emblématique du terroir, le Belleflore. Aurélien Cardot en réalise à la pâtisserie La Roseraie. Il commence par préparer la pâte sablée avec de la poudre d'amande. Le syndicat des boulangers s'est réuni avec le syndicat des fleuristes en 1993 pour créer une spécialité pour l'événement qui est bien connu à Belfort, le Belleflorissimo, marché aux fleurs, qui a lieu tous les ans. Et donc du coup, d'où le nom Belleflore, ça vient de Belleflorissimo. Ce qui serait pas mal, c'est que voilà, de faire découvrir dans toute la France une de nos spécialités du coin, quoi. Comme d'autres spécialités qui sont bien ancrées pour les autres régions, avoir une spécialité à nous, quoi. La ville de Belfort a de multiples spécialités et sites touristiques, mais un trait de son caractère lui manquait pourtant. On a le Lion de Belfort quand même, qui est connu, le Bartholdi. Voilà, on a les Eurokéennes tous les ans, qui est un festival. On a quand même pas mal de trucs. Mais niveau gastronomie, c'est vrai, niveau boulangerie-pâtisserie, je pense qu'il... Enfin, boulangerie surtout, je pense qu'il manquait quelque chose pour vraiment nous représenter, quoi. La recette est simple et efficace. De la confiture de framboise est étalée sur la pâte. Elle est ensuite recouverte de meringues aux amandes et aux noisettes. Le tout est parsemé de noisettes concassées et de sucre glace, puis passé au four. Quand je le fais, voilà, je me dis, mon père, avec ses collègues, l'ont créé. Je me dis, c'est bien de continuer à le faire. C'est bien d'avoir de la modernité, mais c'est aussi important de garder les traditions, de savoir d'où on vient. Et c'est une fierté d'essayer de faire quelque chose pour représenter notre ville, quoi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous tombez bien, je viens de cuire des Belleflores. Si vous voulez goûter un petit morceau. Oh, allez, juste le temps de le couper. Ah ben, il est croustillant. C'est convivial, oui, quand je reçois mes petits-enfants, tout ça, c'est au dessert, quoi. Il n'y a pas besoin d'occasion particulière, hein. Un bon gâteau. C'est quelque chose qu'on trouve qu'ici, comme on trouve le goumeau que dans le Jura. Pour Aurélien, le Belleflore, par la légèreté de sa meringue et ses notes fruitées, évoque le printemps, le retour des belles journées et du marché aux fleurs. Voilà, messieurs, dames. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Les gens maintenant le prennent vraiment comme un gâteau de la région. Quand ils ont des amis qui viennent de régions différentes, ils l'achètent pour faire découvrir. Voilà, c'est le gâteau de Belfort, quoi. Mais maintenant, il faut que ça perdure, quoi. Il faut continuer à le faire et puis à le mettre en avant. Dans le Belleflore se trouve un autre élément incontournable de l'histoire du terroir, la farine. À Courtey-le-Vent, Patrick Dupuis, descendant de la famille propriétaire du moulin Marion, participe au maintien de cette tradition céréalière. Il fabrique de la farine dans ce moulin électrique avec des meules à pierre en granit. On voit ici les tamis très fins qui nous permettent d'obtenir une farine fine, semi-complète ensuite, et puis donc des semoules.
Mais lorsque l'on sort de cette salle, c'est une autre dimension qui s'offre à nous. Un voyage dans le temps. Ce moulin a été construit donc, selon la tradition alsacienne, puisque se trouvait dans le Sundgau alsacien ici donc en 1805. Il a été ensuite détruit en 1855 suite à un incendie provoqué probablement par donc, des étincelles suite à un frottement des meules de pierre donc en silex. Et ce moulin qu'on voit actuellement donc, date de 1855 et la partie à colombage de 1870. Le moulin a fonctionné en meunerie jusqu'en 1905, avant d'être abandonné jusqu'en 1988. L'association des Amis du Moulin a été créée par l'intermédiaire de familles et de proches de Patrick pour rénover les bâtiments et restaurer l'ensemble du fonctionnement de meunerie. Alors, l'eau du moulin de Courcellon vient de la Vendeline, d'une rivière. Donc ensuite, on a un barrage qui nous permet de récupérer l'eau dans un canal d'amener d'eau. Le canal d'amener d'eau amène cette eau donc, dans le chenal. Le chenal, ensuite, grâce à une petite vanne, on va soulever cette petite vanne en bois pour que l'eau arrive sur la roue. À l'intérieur, le moulin offre un spectacle impressionnant. Patrick y fait régulièrement venir des visiteurs pour en expliquer le fonctionnement. Alors, on tourne la manivelle pour amener l'eau sur la roue à auget. Une roue de 5 mètres de diamètre comportant 44 augets. Le cœur même du moulin active tous ses rouages. Grâce à un système de rotation, les meules de pierre vont écraser les grains de blé qui passent au centre. La farine issue de meules de pierre est difficile à conserver, puisque donc là, on a, dans cette farine, on conserve le germe du blé, qui est un élément nutritif où on trouve des fibres et des protéines. C'est une farine qui est de très bonne qualité, mais qui ne peut pas être conservée longtemps. D'autre part, l'ensemble des engrenages, c'est difficile à entretenir également. Donc on a un matériel qui est très très lourd et très difficile à l'époque actuelle à mettre en fonctionnement. Si cette farine n'est pas commercialisée, le moulin de l'enfance de Patrick, ancien grenier de sa grand-mère, garde des qualités dont les moulins modernes s'inspirent. À Auxelba, ce n'est pas de la farine que manipulent Loris Retacci et Kevin Boudinet, mais du houblon, du malt et autres céréales. Alors, comment ça se passe? C'est bon, la température. On va pouvoir empâter? Ouais, c'est parti, on a 57, on est bien. Parfait. Ici, ils produisent leur propre bière et commencent par l'empâtage, consistant à tremper et brasser le malt d'orge dans l'eau chaude pour en extraire les sucres. Alors là, c'est des méthodes très artisanales, ancestrales même, qui remontent à plusieurs centaines d'années. En temps normal, on aurait plutôt un petit moteur qui nous ferait tourner ça tranquillement, mais nous, on choisit l'option manuelle afin de respecter le grain. Au départ, Kevin et Loris brassaient pour leur plaisir personnel, pour des dégustations en famille ou entre amis. Mais leur production ayant un franc succès, ils ont décidé de franchir le cap et de créer une structure plus importante. On testait un peu nos recettes, c'était vraiment par curiosité et puis pour la satisfaction quand même de pouvoir déguster son propre produit, parce qu'on est dans une région où quand même on peut trouver quand même de la bière artisanale assez facilement, donc ça nous a initiés à goûter ces genres de produits et à vouloir les créer aussi nous-mêmes. Les grains vont être chauffés et brassés sur plusieurs paliers de température. Ensuite seulement a lieu l'étape de la filtration. Là, on va passer à la filtration, donc ce sera pour séparer le mou de la drèche. Donc la drèche, ce sera donc toutes les céréales, et le mou, ce sera donc plus que ce qui est liquide. Hop. La drèche ne sera pas jetée, mais donnée à une éleveuse de cochons dans le village voisin pour nourrir ses bêtes. Une optique zéro déchet et écologique qui se traduit également par l'utilisation de grains bio et de bouteilles consignées. C'est un circuit qui s'était un peu perdu en France depuis quelques années maintenant. Et on se rend compte que le public est très réceptif à cette initiative. Il joue bien le jeu, donc on est content d'avoir lancé ça. Le mou est porté à ébullition, puis le houblon est ajouté. 99, on va faire infuser ce houblon américain qui est très parfumé. Voilà. Et on l'incorpore gentiment au produit qui est en ébullition. Il va infuser pour qu'on arrive à extraire tous ces acides alpha qui vont nous donner l'amertume souhaitée à la bière. Ce houblon infuse une 50aine de minutes.
Ce sera ensuite au tour du houblon aromatique pendant 20 minutes. Puis vient l'étape de la fermentation, avec l'incorporation de levures qui vont se nourrir des sucres tirés des céréales et créer l'alcool et la bulle pendant 2 semaines. Une deuxième fermentation aura lieu en bouteille grâce à l'ajout de sirop de sucre. Donc là, c'est rempli, on peut capsuler. Allez, on enferme tout ça à l'intérieur de la bouteille. Il faut que les levures fassent leur travail à présent. Tac. Dans 2 semaines à 1 mois, la bière sera enfin consommable. Qu'est-ce qu'on choisit comme bière pour déguster? On va goûter celle qu'on a brassée il y a 1 mois, voir si elle est bonne, si elle est finie. Allez, une petite IPA. Après 1 mois de fermentation, les levures ont visiblement travaillé. On est en présence d'une mousse assez compacte, une couleur cuivrée, l'odeur houblonnée. Loris et Kevin font visiter leur atelier pour expliquer leur travail, mais c'est avant tout un moyen d'échanger. Pouvoir partager en plus le fruit de notre production, c'est agréable, quoi, c'est valorisant. Dans le même village, Vanessa élève des porcs en plein air. Elle les nourrit et leur donne à boire en s'assurant que tout va bien pour ses animaux. Alors je leur donne des céréales, une recette qui est toute faite, à base de pois, qui leur permet d'avoir des protéines. Et puis différentes céréales, du maïs, du blé, de l'orge. Allez, viens! Avant d'être éleveuse, Vanessa était vendeuse en alimentation. Pour en arriver là, elle a dû recommencer ses études en 2015. Il a fallu que je trouve le courage de retourner à l'école, que j'ose passer la barrière du premier entretien en disant oui, je suis une jeune femme, j'ai 2 enfants, je suis mère au foyer et je voudrais devenir agricultrice, hors cadre familial, et je voudrais élever des cochons en plein air. C'était très très compliqué. Et il a fallu passer aussi les barrières administratives, notamment pour la dotation jeunes agriculteurs. Alors Motiti, ça va? Est-ce que c'est bon? C'est en se renseignant sur l'élevage de cochons il y a plusieurs années que Vanessa a pris conscience des conditions en élevage industriel et de la rareté du plein air qui ne représentait à cette époque que 1%. Elle a décidé qu'un élevage bio, à taille humaine et proche des animaux serait pour elle. Ce qui me répugne dans l'élevage industriel, c'est le fait qu'ils aient 0,7 m² par cochon. Ils sont que sur caillebotis, ils ne voient pas la lumière du jour, on leur coupe les dents, on leur coupe la queue, pour éviter le cannibalisme entre eux, alors que je trouve que c'est vraiment un animal qui est sympa, intelligent. Et je trouve que c'est inadmissible, sous prétexte de manger de la viande à bas coût, de leur faire subir des choses pareilles. Dans cet élevage, la race de cochon est la même qu'en industrie. Ils ont su s'adapter aux conditions du bio et à la vie en extérieur, où ils passent 100% du temps avec un accès à ces cabanons pour se réchauffer durant l'hiver. Alors là, je suis en train de leur mettre de l'huile essentielle, c'est pour l'immunité. Alors c'est de l'huile essentielle de titri. Le titri, c'est pour l'immunité de l'hiver. Et l'huile essentielle de cannelle, c'est pour éviter les infections des intestins ou des infections pulmonaires. Alors l'huile essentielle, ça me permet, comme là aujourd'hui, de faire de la prévention pour cet hiver. Et puis ça peut me permettre aussi de les traiter. Ça évite d'avoir des antibiotiques. Si jamais j'en avais besoin, je donnerais quand même des antibiotiques. Mais pour l'instant, en 1 an, je n'ai pas eu besoin d'en donner. Pour Vanessa, être éleveuse en agriculture biologique est un travail physiquement et moralement très difficile, avec des coûts 3 fois plus élevés que dans l'industriel. Mais l'intérêt des consommateurs pour le bien-être animal est une motivation, et de voir ces animaux heureux, une fierté. Pour mes cochons, il faut qu'ils aient accès à l'extérieur, minimum 1 m² par cochon. On ne leur lime pas les dents, on ne leur lime pas la queue. La castration doit se faire avant les 7 jours du porcelet. Ils ne reçoivent pas d'antibiotiques en automatique et leur nourriture doit être exclusivement bio. D'élever mes cochons en bio, pour moi, ce n'est pas du tout contraignant. C'est-à-dire que c'est ce que j'avais prévu, c'est ce que je pense qui est naturel, le plus naturel pour eux. C'était extrêmement proche de ce que je pensais faire. Donc pour moi, ça ne m'a pas posé de problème. Vanessa vend ses produits transformés sur le marché de Val-d'Oie, un petit marché de 3 producteurs seulement. Alors moi, je suis éleveuse de cochons à Auxelba. Et donc ça, c'est que mes cochons qu'on a transformés. De la saucisse fumée, du lard paysan, du fromage de tête, terrine de campagne, bacon. Pour la transformation de ces produits, Vanessa doit s'adapter aux envies des consommateurs. Ici, sur le territoire, ce qui plaît, c'est le fumé, qui n'est pas consommé qu'en hiver avec la choucroute, mais toute l'année.
Naturellement, les clients viennent vers les produits fumés. J'essaye d'expliquer qu'il y a d'autres produits et qu'on peut faire autre chose, mais effectivement, ils restent quand même très accrochés aux fumés. Ça les rassure, ils y viennent naturellement, ça leur donne aussi un point de comparaison. Donc je m'adapte à la clientèle, je fais moitié-moitié encore. Vanessa a un rapport très amical avec ses clients qui reviennent chaque semaine lui acheter ses produits. Une fidélité qui s'explique par le goût et la qualité de la viande, mais également par une sensibilité à l'agriculture locale et biologique. J'en ai encore un peu bien sèche là. Ah oui, non mais... Combien vous en voulez? Ouais, j'en ai. On est rassuré en fait quand on achète bio. On sait qu'on ne va pas manger n'importe quoi. Et on peut visiter la ferme, donc on peut se rendre compte de visu des conditions de vie des animaux. On sait que ça encourage justement le commerce de proximité, donc le lien social aussi. On est rassuré quand on achète bio, au niveau du bien manger, du bien consommer. Oui, c'est pas mal aujourd'hui quand même, il fait un peu frais, mais il fait beau. Gilles Patingre est l'un des deux autres commerçants. Il cherchait un marché de proximité pas trop loin de son lieu d'habitation et s'est regroupé avec Vanessa. S'installer ici était aussi un moyen de diffuser leurs produits, encore peu présents sur la partie nord du territoire de Belfort. C'est vrai qu'on est dans des zones qui sont quand même très commerciales, où on a beaucoup de grandes surfaces et c'est vrai que c'est difficile, quoi. Les gens, il faut les réhabituer justement à venir sur du local, quoi. Je pense vraiment qu'on peut faire quelque chose ici. Et effectivement, il faudrait qu'on ait encore d'autres producteurs. Il faudrait que les fruits et légumes viennent, qu'on ait vraiment d'autres producteurs qui viennent. On a vraiment un savoir-faire qu'on peut développer et les clients nous attendent. On a juste du mal à se rencontrer. Tout en conservant savoir-faire et tradition, les habitants du pays de Belfort ont à cœur de faire évoluer leur terroir et de rendre hommage à la beauté de ces ondulations boisées. Je vous propose une saucisse de morteau, girolles et vinaigrette tiède à l'échalote. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 2 saucisses de morteau, une échalote, 80 g d'huile de pépins de raisin, 30 g de vinaigre de rérès, 3 grosses pommes de terre, un demi-bouquet de cerfeuil, 500 g de girolles, 50 g de beurre, 50 g de mesclun, une botte de ciboulette. Pour la saucisse et les pommes fondantes, cuire les saucisses de morteau et 2 pommes de terre dans une eau faiblement salée 20-25 minutes à frémissement. N'hésitez pas à ajouter du thym et du laurier si vous en avez. Les laisser tiédir dans l'eau de cuisson. Pour la vinaigrette tiède à l'échalote, éplucher et ciseler l'échalote, puis la mélanger avec 60 g d'huile de pépins de raisin et 20 g de vinaigre de rérès. Pour éplucher facilement les échalotes, les couper en deux, ôter la peau et ensuite couper les extrémités. Ciseler la ciboulette et l'ajouter à la préparation. Tiédir le tout dans une petite casserole. Pour les girolles, coupez le bout des pieds des girolles et les laver à eau claire sans les laisser tremper. Dans une sauteuse, avec le beurre, mettre les girolles salées et cuire jusqu'à ce qu'elles rendent leur jus. Déglacer avec 10 g de vinaigre de rérès, rectifier l'assaisonnement et réserver. Les girolles vinaigrées vont apporter une pointe d'acidité qui vont aller merveilleusement bien avec ces saucisses de morteau. Pour les finitions, éplucher une pomme de terre et la couper en rondelles fines. Les plonger dans une eau glacée. Égoutter et éponger sur un papier absorbant. L'eau glacée va empêcher que la pomme de terre noircisse pendant la cuisson, mais attention, pas trop longtemps, car sinon la pomme de terre devient dure. Dans une casserole, frire les rondelles dans 10 g d'huile de pépins de raisin à 170 degrés, juste le temps que ça colore, soit environ 1 minute. Pour le dressage, éplucher les saucisses, puis les découper en rondelles, tout comme les pommes de terre que l'on a gardées tièdes. Assaisonner le mesclun avec la vinaigrette à l'échalote. Dans une assiette, intercaler les pommes de terre et les rondelles de saucisses, disposer un peu de mesclun sur le haut de l'assiette, ajouter les girolles autour et parsemer de vinaigrette tiède à l'échalote. Terminer par quelques chips et des pluches de cerfeuil en décoration.
Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.